Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Le sujet du jour est synonyme de tentation. Vous l'avez ? C'est le désir. Comment nourrir le désir au quotidien? Comment éviter ces pièges? L'envie de plaire à tout prix, la frustration, l'addiction. Nous aborderons également l'amour, le désir charnel. Et puis ce que désirent les plus jeunes en cette journée mondiale de l'enfance. Pour en parler, un philosophe incontournable, auteur de nombreux best-sellers, Frédéric Lenoir est avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Quel bonheur de vous recevoir. Alors dites-nous, quel est votre désir le plus fou, à part bien sûr être avec nous dans l'émission? Eh bien, que la guerre en Ukraine s'arrête, par exemple. C'est un très joli désir. Voilà. J'aime bien aborder l'émission comme ça. Alors, on a aussi, bien sûr, sur ce sublime plateau, deux sublimes hommes, Kevin et Stéphane. Une mission, c'est nous séduire et tenter d'allumer en nous la flamme. Hein. D'ailleurs, comment vous allez vous y prendre aujourd'hui? Pour allumer la flamme? Oui. Moi, je vais vous faire le coup de l'huile, là. Le coup de l'huile. La lampe d'Aladin. De l'huile. Avec 3 vœux. Donc ça va à la glisser. clé. 3 vœux à la clé. Et ça va glisser. Bah, dis donc, et ça va glisser, ça va sentir être chaud très ce bon. matin, hein. Et ça va sentir très bon. Kevin. Et nous, on va parler du coup de foudre. Comment on pourrait recréer les conditions d'un coup de foudre entre deux personnes qui s'aiment, mais qui, quelquefois, avec le temps, ont oublié un petit peu, avec la routine, de se regarder. Rallumer la flamme. Rallumer la flamme, On va exactement. jouer tous ensemble. Donc, on va pouvoir faire une petite séance d'auto-hypnose. Ouais, on va faire une expérience tous ensemble, sur le plateau peut-être aussi. Et puis, tout le monde pourra la faire, cette expérience, en même temps que nous. Eh ben super, beau programme. Frédéric Lenoir. Alors vous lire, c'est découvrir les pensées de Spinoza, Platon, aidez-moi encore, Jung, que vous adorez, enfin plein d'autres, des pionniers qui abordent un thème dont le vôtre, qui est hyper concernant, c'est le désir. D'ailleurs, c'est le titre de votre livre, Le désir, toute une philosophie. Pourquoi avoir consacré aujourd'hui, dans ce nouveau monde, en 2022, tout un livre sur ce thème, le désir? Eh bien, tout simplement parce que j'ai l'impression que les gens vont pas très bien. Après 3 ans de Covid, la guerre en Ukraine, la crise du pouvoir d'achat, de l'énergie, les gens sont déprimés. Et rien n'est plus important que de réveiller nos désirs pour nous sentir pleinement vivants. Et donc je me suis dit, écrire un livre sur le désir, ça permettra aux personnes de se recontacter à leur désir, à cet élan vital qui nous traverse. Et puis en même temps, c'est un thème majeur qui traverse toute l'histoire de la philosophie, parce que les désirs, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous permet de nous accomplir, et en même temps, c'est ce qui nous rend malheureux. Parce que si on gère mal ses désirs, eh ben, on est très malheureux, on est frustré, on se sent tout le temps dans la comparaison, etc. Et tout. Donc la gestion de nos désirs, apprendre à identifier nos désirs et à bien les gérer, c'est ce qui nous rendra heureux ou malheureux. Ce qui fait que je trouve que ça méritait vraiment un thème. Alors vous savez, vous parlez de tous ces philosophes, j'essaie de les rendre très accessibles, parce que faut pas faire peur en disant dès qu'on parle de Platon, Spinoza, etc. Mais j'essaie de montrer que ce que disent ces grands philosophes, c'est extrêmement éclairant dans notre vie quotidienne. Et donc il s'agit d'essayer de démêler cette complexité du thème du désir pour montrer comment est-ce qu'on peut mieux identifier nos désirs, les orienter de manière à s'épanouir davantage. Alors avant qu'on entame vraiment, on l'aborde vraiment dans tous ses aspects, ce thème sur le désir, j'aimerais bien, parce qu'on n'en a jamais parlé ensemble, Frédéric Lenoir, vous êtes venu plusieurs fois oui, nous voir sur le plateau, et en fait on n'a jamais parlé de votre parcours personnel. Et je pense que ça pourrait encourager beaucoup de personnes qui nous regardent ce matin, parce que vous ne vous en cachez pas, vous avez vécu une enfance difficile, voire même chaotique, ce sont vos mots. Comment avez-vous fait pour surmonter justement vos blessures, pour véritablement vivre? Et je reprends d'ailleurs, sur la couverture, c'est marqué « Vivre aux éclats ». C'est magnifique comme mot. Comment vous avez fait? Je crois que j'avais un très grand désir de vivre. Donc déjà, les difficultés, je me disais, il faut les surmonter. Et un très grand désir de m'améliorer et de me transformer. C'est-à-dire qu'au fond, une des choses qui m'habitait, c'était l'envie de m'améliorer comme être humain et de résoudre les problèmes. Alors évidemment, c'est la base de tout, parce que si vous n'avez pas ce désir-là, vous vous laissez très vite effondrer par les problèmes. Ce qui fait que les difficultés, je les ai pris comme des tremplins pour grandir. Et quand j'allais mal, j'ai été faire une thérapie, et puis j'ai appris la méditation, et puis voilà, j'ai lu, j'ai cherché en fait. Et donc ça a été cet élan vital, cette force qui m'habitait, qu'on peut cultiver, encore une fois on en parlera, qui m'a permis, je crois, de surmonter toutes les difficultés que j'ai connues à cause d'un milieu parental qui était chaotique, à cause de tout un certain nombre de choses. Je ne vais pas raconter ma vie, mais disons que cette puissance vitale qui m'habitait
C'est sans doute cette force qui m'a aidé à surmonter les obstacles. Parce que vous le dites peu, mais finalement, je crois que vous avez écrit votre premier livre très tôt. À 12 ans. À 12 ans, vous écrivez votre premier livre. Mais il a pas là, été vous en êtes publié, au 60e, non? C'est ça? Non, 50. 50e. Bon, j'étais pas loin, mais genre, j'exagère. Non, mais... C'est pas beaucoup exagéré quand même. Non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance aussi. Parce que tout ça, c'est un peu des chances. Hein. Tout le monde n'a pas le même tempérament, etc. J'ai eu donc la chance d'avoir ce désir vital très grand, mais aussi d'avoir identifié très tôt mon désir profond professionnel. C'est-à-dire que j'avais envie d'écrire. Et donc, enfant, j'écrivais des histoires, je racontais des histoires, etc. Et puis, dès que j'ai eu 22, 23 ans, j'ai publié mon premier livre. Et donc, c'est une chance aussi de pouvoir identifier son désir. Et pour ceux qui ne l'ont pas, il faut apprendre à le faire. Parce que c'est essentiel de ne pas fonder sa vie uniquement sur le désir des autres. Parce que beaucoup de gens, effectivement, et les enfants et les adolescents, ils ont du mal à identifier leur désir profond. Et donc, ils vont imiter le désir des autres, ce qu'on appelle le désir mimétique. Et j'ai tout un chapitre là-dessus parce que c'est passionnant de voir que presque spontanément, on commence par imiter les désirs des gens qu'on admire. Donc, enfant, c'est nos parents. Hein, on admire nos parents ou nos frères et sœurs, etc. Donc, on va imiter leurs désirs. J'ai un père qui aime telle chose, je vais aimer cette chose. Ma maman, elle adore ça, je vais aimer ça. Puis après, adolescent, c'est l'inverse. On rejette ce que font les parents, mais par contre, on va imiter les désirs de nos copains. Et on va imiter les désirs des modèles auxquels on s'identifie. Une star de cinéma, un influenceur sur Internet, etc. Et donc, on reste encore dans le désir des autres. Et puis, à un moment donné, il va falloir se poser la question, mais quel est, moi, mon désir personnel ? Et ça, c'est souvent, d'ailleurs, le problème chez les enfants. Vous saviez, Kevin, ce que vous vouliez faire petit déjà ou pas? Alors moi, oui. Mais je le cachais parce que je ne l'assumais pas forcément. Donc, c'était quoi? Ce que je fais, de l'hypnose. C'est pas possible. Mais, Très jeune, vous vous êtes dit, tiens, je vais faire de l'hypnose. En tout cas, il y avait l'idée du domaine de la thérapie. Après, l'hypnose m'a quand même très tôt fasciné. Mais je disais à mes parents que je voulais faire de la politique, c'était beaucoup plus sage. Vous auriez été super au gouvernement. Moi, j'aurais voté pour vous. Pas sûr avec le recul, mais... Si, ça c'est sûr. Et vous, Stéphane? Moi, pareil, à 8 ans, 10 ans, je savais ce que je souhaitais faire. Vous alliez dans la forêt cueillir des champignons? Alors non, j'étais pas encore dans le mythe du schtroumpf qui cueillait le champignon bleu, ni jaune d'ailleurs. Non, en fait, les odeurs me passionnaient et la peau me passionnait. Donc, je savais que mon métier allait m'apporter du savoir sur la peau et mieux la comprendre et les odeurs. Alors, je ne savais pas comment ça allait se mixer, mais c'était ça en tout cas. Alors, pourquoi l'homme a-t-il besoin d'éprouver du désir? D'un point de vue scientifique, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on obtient ce que nous désirons et, à contrario, lorsque nous sommes frustrés? Alors, en fait... Ça, c'est intéressant quand même. Oui, tout à fait. Non, mais les neurosciences, depuis 30 ans, nous éclairent sur ce qui se passe dans notre cerveau. On a, grosso modo, pour faire simple, deux cerveaux. Le cortex cérébral qui nous permet de penser de manière abstraite, d'avoir un langage élaboré, etc., qui nous distingue des animaux. Et puis, on a le striatum, qu'on a en commun avec la plupart des animaux. Et le striatum, c'est notre cerveau primaire. C'est le cerveau le plus ancien. Et c'est lui qui nous pousse à désirer 4 choses. Il nous pousse à désirer de la nourriture, du sexe, de la reconnaissance sociale et de l'information. Et donc ça, c'est un moteur qui agit, mais à notre insu. On ne le sait même pas, mais c'est ce qui a permis l'évolution de l'espèce. Et en fait, chaque fois que nous obtenons une de ces 4 choses, nous avons de la dopamine, ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et donc, il y a un neuromédiateur qui s'appelle la dopamine, qui est une substance chimique qui nous apporte du plaisir, du bien-être. Et donc, je mange, j'ai du bien-être. Je fais l'amour, j'ai du bien-être. J'ai de l'information, j'ai du bien-être. Et surtout, c'est le plus important pour notre sujet, j'ai de la reconnaissance sociale. Je me sens bien et j'ai du bien-être. Et donc, nous recherchons ça en permanence. Et ce qu'ont montré les neurosciences, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que nous voulons toujours plus. Nous ne sommes jamais satisfaits. Notre cerveau primaire n'est jamais satisfait. Donc, je possède des biens qui me donnent une satisfaction matérielle et qui me mettent dans le regard des autres de manière valorisante, mais je ne m'arrête pas. Et donc, j'ai une voiture, j'en veux 2, j'en veux 3, après je veux un hélicoptère, je veux un avion. On voit les milliardaires ne sont jamais satisfaits. Ils ont beau tout avoir, il leur faut encore quelque chose de plus. Et donc, l'être humain est un perpétuel insatisfait. Et tout l'intérêt de la vie et de l'éducation, c'est d'arriver à limiter nos désirs. Non pas les éradiquer, mais nous dire à quel moment je peux me satisfaire, notamment dans le domaine de la reconnaissance sociale ou dans le domaine de l'avoir. Parce qu'il y a un domaine où le désir, il peut être infini, ça ne pose aucun problème, c'est l'être. Le désir
qui est lié à l'être et non pas à l'avoir, ne nous pose aucune frustration, ne va être en rien négatif à la planète. Parce que si vous désirez connaître toujours plus, ça vous rendra toujours plus heureux et vous ferez de mal à personne. Si vous désirez la spiritualité et vous accomplir spirituellement, c'est une quête infinie qui ne fait de mal à personne. On va aborder justement toutes ces... Voilà. Alors voilà. que le désir dans l'ordre de l'avoir ou de la reconnaissance sociale, il est destructeur de la société et de la planète. Parce que nous sommes toujours en confrontation, en rivalité, donc en compétition, c'est ça qui nous détruit. Et puis, nous sommes toujours en train de piller la planète parce qu'on veut consommer toujours plus. Et à l'échelle, quand vous avez la planète entière qui veut consommer autant que l'Américain moyen, il faudrait 7 planètes pour avoir les ressources pour permettre de le faire, sans parler du réchauffement climatique. Donc il faut apprendre à maîtriser nos désirs. Les maîtriser. Vous pensez qu'il faut maîtriser ou plutôt les réorienter? Ben, ça revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'il faut réorienter de plus en plus nos désirs de l'avoir à l'être. Ouais. Et puis, il faut apprendre, je dirais, à maîtriser, parce que dans certains cas, il faut limiter. Par exemple, dans le domaine de la consommation, il faut apprendre à se limiter. Et pour supporter de se limiter, parce qu'on se dit, oui, mais le voisin, il a ça et tout, eh bien, il faut transformer nos désirs. C'est-à-dire faire une alchimie pour passer de désirs purement matériels qui de toute façon créeront de la frustration parce qu'on n'aura jamais tout ce qu'on veut. Eh bien, pour aller vers autre chose qui est dans un domaine plus de l'être, qui nous satisfait davantage. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, finalement, la véritable abondance, c'est de se satisfaire déjà, d'être reconnaissant pour ce que l'on a, au lieu d'aller tout le temps dans cette quête-là. Vous savez ce que parce que j'aime bien le processus naturel des choses. Et parfois, dans cette maîtrise ou de réorienter, c'est comme si on voulait faire les choses bien, alors que là, finalement... Moi, j'ai vécu à un moment donné l'insécurité quand j'étais beaucoup plus jeune. Et cette grande insécurité m'a permise de mettre une nouvelle distance, une nouvelle compréhension finalement de tout l'aspect financier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et finalement, ça devient naturel d'être dans l'abondance, mais plutôt être déjà bien, quoi, de vivre. Mais c'est ce que dit Saint-Augustin. Il dit le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Donc déjà, ça vous donne une toute autre vision des choses, ne pas aspirer encore à autre chose. Vous savez que je fais des ateliers de philo avec les enfants. Ah oui, c'est des choses qui me passionnent et on fait philosopher les enfants, mais on commence dès l'âge de 6-7 ans. Et je me souviendrai toujours, un des premiers ateliers de philo que j'ai fait en Corse, avec des enfants de 6-7 ans, et la question qu'ils posaient, c'était c'est quoi être heureux? Et plusieurs enfants commencent à dire, c'est avoir ce qu'on désire. Je désire une glace, je l'ai, je suis heureux, je désire faire un câlin à maman, je l'ai, je suis heureux. Puis il y en a un qui dit, je suis pas d'accord avec ça. Alors je dis pourquoi? Il dit parce que en fait, moi j'ai compris que quand j'avais un jouet, j'en voulais toujours un autre. Et donc, on n'est jamais heureux, on n'est jamais satisfait. Et il me dit, j'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Donc je dis, c'est extraordinaire, un enfant qui dit ça, on dirait Sénèque à 5 ans. Et je lui dis, c'est quoi le bonheur alors? Il dit, le bonheur, c'est juste d'être, d'exister au monde. C'est extraordinaire la sagesse des enfants. Et donc il a converti tout le monde. C'est tous se sont dit ouais t'as raison, on a quelque chose, on veut autre chose. Et puis si on est au supermarché puis qu'on dit qu'on veut ça puis qu'on l'a tout de suite, on n'est pas content parce qu'on l'a pas attendu assez, on l'a pas désiré assez. Donc les enfants, ils sont dans cette tyrannie du désir, mais en fait ils ont parfaitement conscience qu'il faut quitter aussi cette tyrannie du désir et apprendre à différer les choses, apprendre à se contenter de ce qu'on a. Et donc, c'est toute une éducation, mais c'est ça. On va rester sur les enfants, justement, parce que vous parlez d'une étude. C'est l'étude du marshmallow. Ça a été initié, je crois, à l'université de Stanford. Et en fait, alors, le principe est simple. On a demandé donc à des enfants, soit... on leur donne un bonbon tout de suite, ou ils attendent juste. Tiens, d'ailleurs, j'en ai amené, vous allez me répondre. C'est donc le test du marshmallow. Soit je vous donne un bonbon à chacun, un marshmallow à chacun, ou soit je vous en donne 2 dans 3 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Moi, un tout de suite. Vous êtes des grands enfants, un tout de suite. 2 dans 3 minutes quand même. Vous attendez 3 minutes. Ouais. Alors racontez-nous parce que franchement, et que nous dit le résultat finalement sur le désir. C'est un psychologue américain. Vous les voulez ou pas? Dans 3 minutes. En plus, Stéphane les veut vraiment. Mais allez-y, mangez. C'est un psychologue américain qui s'appelle Michaels, qui voulait faire un test. Il a commencé par le faire avec ses 2 filles qui avaient 5 ans et 7 ans. Et il leur a proposé, elles adoraient des marshmallows, donc il leur présente. Et puis il pose la même question que vous avez posée. Est-ce que vous en voulez un tout de suite ou 2 dans 3 minutes? Et elles ont attendu, elles ont craqué au bout de 30 secondes et se sont jetées sur le marshmallow. Et donc, il s'est dit, je vais faire ça à une échelle scientifique. Et donc, il a pris des milliers de cobayes, humains, de tous âges, etc., en faisant la même expérience. Est-ce que vous voulez tout de suite une telle somme d'argent ou plus dans un an? Eh bien, la grande majorité des gens préfèrent moins tout de suite. Autant se dire que notre cerveau
est fait aussi pour avoir tout de suite ce qu'on peut avoir. Et l'idée de différer la récompense ou le plaisir, ça nous fait peur parce qu'on se dit peut-être qu'il va se passer quelque chose dans les 3 minutes dans l'année qui fait que j'aurai pas ce que je peux avoir tout de suite. Et ça, c'est aussi un des problèmes de l'être humain. C'est qu'à vouloir tout de suite les choses et avoir du mal à différer nos désirs, ça peut créer aussi des bravo problèmes. Stéphane. Oui, On voit la sagesse à côté. Ça va. L'instant présent me paraît aussi important. Parce que Oui, c'est vrai que vous auriez pu mourir sinon, dans 3 minutes. on anticipe quelque chose qui n'est pas là. Donc mon désir, il est là tout de suite. Est-ce que dans 3 minutes, je vais désirer 2 marshmallows alors que j'en ai envie d'un tout de suite? Il y a un Oui, décalage. il y a 2 philosophies de la vie, c'est très bien. Chacun choisit. Alors, allez, une devinette. D'après vous, Kevin, Stéphane, et vous qui nous regardez, vous pouvez essayer de jouer un peu en famille. Bon, attention, c'est pas le jeu de fou. Hein. C'est juste une réponse sur une enquête. D'après vous, combien de temps passe en moyenne un jeune entre 14 et 24 ans sur leur smartphone par jour? Je dirais 2-3 heures. De 3 heures? Ouais. Eh ouais. Oui, moi aussi. Eh ben, c'est énorme. Et en plus, c'était une C'est étude de 3h50. 2021. 3h50. Ah, c'est bien. On voit que vous avez écrit votre livre, Frédéric. Merci. C'est très Non, c'est Et alors, vrai que c'était c'est- je vais terminer. C'était donc les résultats de 2021, donc j'imagine que ça a quand même augmenté. Comment traduisez-vous ces chiffres? En fait, ça montre que de plus en plus de jeunes sont addicts complètement aux réseaux sociaux. Alors, pas que des jeunes d'ailleurs. Alors, les adultes, ils ont moins de temps parce qu'ils sont pris par leur métier, leur activité et tout. On est plutôt pas loin de 2 heures. Mais déjà, 3h50 chez les jeunes, ça veut dire qu'en permanence, dès qu'ils ont 2 minutes, ils vont regarder leur C'est une smartphone. matinée. Oui, mais alors ils le font entre les cours, avant, après, le soir, dans le lit, caché, etc. Et tout. Et donc, ça montre un phénomène addictif. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que moi je trouve que c'est très utile. Enfin, j'ai rien en soi contre les smartphones, ça nous rend plein de services, etc. Le problème, c'est quand le cerveau d'un jeune qui est encore extrêmement malléable et tout devient addict à quelque chose, et que ce soit l'alcool, la drogue ou le smartphone, ça crée un problème de perte de liberté. Et donc après, il n'a plus la liberté de faire autre chose. Il est pris, il faut qu'il aille voir s'il a des notifications, des commentaires, ce que ses copains ont dit, etc. Et tout. Et là, c'est un problème de perte de liberté intérieure, un âge qui est très important, qui est l'adolescence. Donc, il faut aider les adolescents à ne pas être dans cette addiction, à prendre de la liberté, à prendre de la marge. Et pour ça, eh bien, je pense qu'il faut leur apporter de la dopamine autrement, puisque c'est une addiction à la dopamine, hein, c'est toujours pareil, c'est chaque fois que j'ai un petit like et tout, j'ai un petit shoot de plaisir. Et donc, il faut leur faire découvrir des passions. Ça peut être dans le sport, dans la musique, il y a plein de choses qui peut les aider à aller chercher leur parce qu'on va plaisir le faire au autrement. fur et à mesure, comme ça les gens vont Bon, bien je vais trop déceler. vite, hein, je suis désolée. Non, je vous en prie, c'est comme ça, au moins on décèle les addictions, parce que c'est hyper important. Parce que finalement, et vous citez Sean Parker, donc ancien président de Facebook, qui d'ailleurs avait fait le tour du web à l'époque, il avait dit « Dieu seul sait ce que Facebook fait au cerveau de nos enfants ». Alors, venant d'un pionnier des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est assez alarmant. Alors, on a justement repris tous les dégâts que cause l'addiction aux réseaux sociaux. Et j'aimerais bien que vous les commentiez un par un, qu'on les voit ensemble. Donc voilà, il y a d'abord l'anxiété. Chez les jeunes, là je parle vraiment sur les jeunes et les réseaux sociaux. L'anxiété, c'est tout simplement qu'en permanence, on s'inquiète de savoir ce que les autres vont penser de nous. Donc, en fait, on pensait que les réseaux sociaux, au départ, ça allait donner confiance aux jeunes. C'est l'inverse qui se passe. C'est que ça cultive en eux une anxiété. Est-ce que je vais être reconnu, aimé? Est-ce qu'on va m'apprécier, etc. Alors, j'arrive pas à le dire. L'atazagoraphobie. C'est la peur d'être oublié sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça crée une angoisse aussi qu'on m'oublie. Donc il faut en permanence que je nourrisse mes réseaux sociaux pour qu'on pense à moi. Ensuite, la calomnie. Eh bien, effectivement, c'est qu'il y a plein de gens qui critiquent sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, il y a même des gens qui vont se suicider. Lorsque on vous dit des choses, qu'on met des vidéos, par exemple, sexuelles, etc., sur les réseaux sociaux, eh bien, on sait que ça crée de la dépression chez les jeunes et que la calomnie engendre parfois des actes extrêmes comme le suicide. Et la dysmorphie, alors ça aussi, c'est un surtout sujet Snapchat, ça, oui. d'actualité. Eh bien ça, c'est le fait qu'on s'habitue à tous les filtres et que c'est des gens en fait qui veulent changer physiquement et qui se donnent un physique sur les réseaux sociaux à travers un tas de filtres, de déguisements, etc. et tout. Et ils s'identifient à ce physique virtuel. Ils n'assument plus leur physique réel. Et donc ils ne peuvent plus que montrer une image d'eux-mêmes. Et alors, ça va très loin parce que maintenant ils font de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'adolescents qui demandent à se changer physiquement pour ressembler au filtre de Snapchat. J'avais du mal à le dire. Et donc on voit qu'il y a un tas
de maladies nouvelles qui sont créées, et ce sont des psys qui s'en occupent, etc., pour que les jeunes essayent de ne pas tomber dans toutes ces maladies qui créent des dégâts psychologiques. Et d'ailleurs, on va le voir en seconde partie de l'émission. Vous allez nous donner des clés, justement, et puis même aux parents, pour ceux qui nous regardent, je pense que vous avez donné vraiment des solutions formidables, notamment sur l'addiction et aux réseaux sociaux avec les jeunes. Mais on va faire une petite pause, parce que c'est le moment, justement, de rallumer nos flammes, c'est ça, Kevin? Exactement. C'est tout de suite le jingle. Vous oubliez toujours le jingle, C'est Kevin, vrai. c'est vrai. On le lance, le jingle, Léo. Ouais, c'est la classe. Alors, dites-nous tout. Eh ben, on va continuer à parler du désir, peut-être un tout petit peu autrement, mais tous les sujets sont liés. Je ne sais pas si ça vous est arrivé parfois, avec une relation par exemple qui dure, qu'elle soit amicale ou amoureuse, que tout doucement on ait l'impression que la routine prend le pas sur le désir et qu'on oublie de se regarder, de se redécouvrir et même de s'émerveiller de l'autre, ce qui est un peu dommage. Le problème, c'est que cette routine, elle finit par prendre un petit peu de place, et puis les gens ont l'impression d'une perte d'un sentiment amoureux, alors qu'en fait il est là, mais un peu comme une flamme qui viendrait s'éteindre si elle n'est pas nourrie. Eh bien, il y aurait juste besoin de prendre le temps pour recréer l'étincelle et recréer le désir entre des personnes. Et si ça vous tente, je voulais vous proposer une petite expérience toute simple autour de ça. Mais bien sûr. Alors, comme on est 4 sur le plateau, ça va être... Allez-y. Alors, pour les gens qui nous regardent, si vous êtes à 2, si vous êtes en couple par exemple, ou si vous êtes avec des amis, eh ben, c'est l'occasion de le faire, mais seulement si vous voulez recréer un coup de foudre. D'accord. Attention aux personnes qui ne sont pas encore ensemble et qui font cet exercice. On ne sait pas ce qui Est-ce peut que ça se marche passer. vraiment? Ça peut, ça peut. Donc là, comment on fait sur le plateau? On peut le faire. Alors, vous connaissez, je crois, un petit peu, peut-être. Bah oui. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas si on peut le faire ensemble en même temps que j'explique. Ça peut être... on va le faire D'accord, donc ensemble. en fait, je regarde Frédéric et Frédéric me regarde. Alors, il va y avoir 4 étapes. Ah, La d'accord. première, ça va être de se regarder les yeux ouverts, comme pour photographier le visage de l'autre. Oui, parce que regarder les yeux fermés, je ne sais pas si c'est possible. Alors ça, c'est la deuxième étape. On va fermer les yeux dans la deuxième étape. Et si vous avez envie de le faire, on va Suivez-nous, on le fait tout de suite. on peut le faire tous ensemble, en tout cas. Allez-y. Donc, on va regarder un petit peu l'autre, comme pour photographier son visage. Ensuite, on va fermer les yeux. Et on va essayer de se rappeler du plus beau souvenir qu'on a avec la personne qui est en face de nous. D'accord. Et après, on le dit sur le plateau? On va pas le partager. Alors, vous pouvez le partager, mais ça dépend après du souvenir. Je ne vais pas rentrer dans quelque chose. Mais en tout cas, si par exemple, il y a eu un sentiment d'amitié ou un sentiment amoureux, c'est revenir au moment, à la période de vie, au souvenir, même si on le retrouve, où ce sentiment est apparu. Quand on se dit j'adore cette personne, j'apprécie cette personne ou j'aime cette personne, eh bien les yeux fermés, comme ça, on va revenir vers ce moment-là. Et on va se rappeler de la fois où on a vu le visage de l'autre en se disant cette personne est importante pour moi. Alors vous pouvez le faire en même temps, hein, ça c'est la deuxième étape. Ok. La troisième étape, c'est que vous allez vous connecter au sentiment que ça génère. Et souvent, c'est au niveau de la poitrine, ça peut être au niveau du ventre, comme s'il y avait quelque chose qui se rallumait à l'intérieur. Et dès que ce sentiment est là, à nouveau, on ouvre les yeux, on regarde l'autre dans les yeux. Et notre cerveau va comme superposer 2 moments. Il va recréer l'étincelle, il va recréer ce moment. Frédéric, il reste On dans a commencé à l'imaginaire, il reste dans le apprécier souvenir, il a pas ouvert les yeux encore. Vous sélectionnez le souvenir, C'est il a peut-être génial, beaucoup. c'est super. Est-ce qu'on a eu le même? Je sais pas. Mais dis-moi. Mais non, du coup, c'est toi sur le plateau. J'adore. Non, Ça mais marche. c'est vrai qu'il y a ce moment, les moments où finalement, c'est vrai que vous réveillez la flamme aussi par le dialogue et par les encouragements. Et ça, c'est vrai que ça, c'est des moments de partage, souvent de nourriture aussi, hein, quand on dîne ou déjeune Exactement. ensemble. Hein. Moi, je me souviens très bien d'un moment où on a fait connaissance et où vous m'avez parlé de votre intérêt, de votre pratique du bouddhisme. C'est peut-être pas un secret, je sais Non, pas. c'est pas secret. Et vous étiez tellement habité, j'ai senti une lumière dans vos yeux à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, c'est une belle personne parce qu'elle a vraiment cette quête intérieure de s'améliorer, et ça m'a touché. Dis donc, je m'attendais pas. J'aime bien vos jeux, Kevin. Merci, Frédéric. Ce qui est bien après, c'est de se raconter justement ce qu'on a retrouvé. Parce que c'est rare que les gens trouvent le même moment. Ça peut arriver, hein, évidemment. Ouais. Mais en fait, il y a parfois quelque chose, un détail qui nous a touchés chez l'autre. Et dès qu'on s'en rappelle, en fait, on enlève un petit peu le voile du quotidien. Et quand on rouvre les yeux, en fait, c'est comme si notre cerveau superposait l'ancienne image et la nouvelle image. Et on se rappelle qu'à ce Mais moment-là, en fait, on vous avez apprécie. raison, ça rallume, ça ouvre le cœur encore plus. Bon, il était Exactement. déjà ouvert, hein, Frédéric, en tout cas pour ma part. Et finalement, c'est la même chose qui nous relie. Hein, ça a été le dialogue, l'encouragement, etc. Et Stéphane, alors, pour Kevin? Moi, ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai pas un passif. Ça fait quelques émissions, mais... Mais dès que j'aurai une story avec Kevin, je referai l'exercice et je vous livrerai en direct mon ressenti. Non, en tout cas, moi, ce que j'ai
effectivement, physiquement en tout cas, effectivement, comme vous, Karine, j'ai senti il y a quelque chose qui s'ouvrait ici. C'est ça. Ouais. Mais Ça ouvre qui est le très cœur. agréable. j'ai envie de dire quelque chose, parce que Oui. moi, c'est un exercice que j'avais fait effectivement un tout petit peu différemment, mais simplement en couple, avec quelqu'un avec qui on est effectivement depuis quelque temps, de se regarder en silence dans les yeux. On se met l'un en face de l'autre à 1 mètre, ni trop près ni trop loin, et on se regarde quelques minutes dans les yeux. Et il y a quelque chose de très très fort, parce qu'on ne fait plus C'est ça, vrai. effectivement. Et le silence, c'est important. Et, C'est beau, c'est vrai ça. de simplement se regarder pendant 4-5 minutes, il y a des émotions, il y a des choses qui reviennent très très fort. Et ça, le faire ça de temps en temps dans son couple, c'est super. C'est exactement ça. C'est vraiment un rituel, je pense. Par exemple, on pourrait très bien se fixer dans une relation, même amicale aussi, hein, pas seulement dans les couples, je pense, mais de se dire à chaque changement de saison, par exemple, à chaque solstice, en tout cas avoir des dates qu'on retient bien, ou des anniversaires de rencontres, ou des choses comme celle-là, et se créer 1 ou 2 rituels qui nous permettent de se retrouver vraiment. Et vous savez Mais, que c'est vrai, oh, vrai oui. aussi pour des inconnus. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont été faites en Angleterre avec des migrants qui arrivaient et des gens qui ne voulaient absolument pas accueillir des migrants en disant mais qu'on les renvoie à la mer. Et on a mis une femme migrante à côté, en face d'une femme anglaise qui pensait ça. Ils se sont regardés dans les yeux en silence. L'exercice a été fait avec des dizaines de personnes. Et le fait de se regarder dans les yeux, d'un coup, on a contacté l'humanité de l'autre. Et les gens qui ne voulaient pas les accueillir, on les a accueillis chez eux. En disant non seulement j'ai été touché, j'ai été bouleversé, j'ai rencontré l'âme de la personne. Parce que quand on se regarde dans les yeux, c'est l'âme qui apparaît. C'est la profondeur, c'est quelque chose qui nous bouleverse. Et même avec des inconnus, ça peut avoir un effet assez extraordinaire. Merci Frédéric, vous restez avec nous pour la seconde partie. Merci Kevin, j'ai beaucoup aimé. C'est un plaisir. En seconde partie d'émission, nous allons poursuivre donc cette discussion sur les addictions aux réseaux sociaux et puis nous aborderons le désir charnel, l'amour. D'ailleurs, est-ce dangereux de croire en l'âme sœur? Je poserai la question tout à l'heure, Frédéric Lenoir. Vous nous répondrez, c'est tout de suite après une toute petite pause. Et oui, on aime se faire désirer. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, nous abordons le désir sous toutes ses formes. Du désir d'exister sur les réseaux sociaux au désir charnel. Doit-on se faire désirer d'ailleurs? Comment faire grandir son désir sans tomber dans l'excès? Pour en parler, nous sommes avec une machine à best-seller. Le philosophe Frédéric Lenoir est avec nous. Et avec son tout nouveau livre nommé Désir. Hein? Alors, avant cela, d'ailleurs, oui, avant qu'on continue justement de parler du désir dans tous ses états, c'est à vous, Stéphane, c'est votre moment. Merveilleux. Quel- Alors, Stéphane, aujourd'hui, on parle d'huile de rose. Que de la douceur. Ah, Remettre son désir, le désir dans son centre. Et c'est important. Et ce sont les recettes contes et légendes que j'aime énormément. Peut-être que je vous en donnerai plus au fur et à mesure du temps. Celle que j'ai prise pour la première, c'est Homère. Homère, ce poète, 8e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, Homère, ce poète, a été déjà très très érudit sur la compétence de la pensée et le soin et l'hygiène du corps. Alors peut-être que cette recette ne vient pas directement de lui, on lui prétend effectivement qu'il aurait eu une nuit, une inspiration pour créer un remède universel qui apporte douceur, bien-être avec soi. Ça également agit sur les douleurs articulaires et progressivement, on se reconnecte sur sa terre d'origine. Donc pas spécialement la terre de notre naissance, mais notre propre terre intérieure. Cette recette, elle est très très simple à faire. Il vous faut de l'huile d'olive, des pétales de rose que vous pouvez acheter dans les herboristeries, c'est assez facile. Ou alors de temps en temps, pour vous faire encore un peu plus désirer, remplacer ces pétales de rose par de l'huile essentielle de rose. qui est un peu très plus simple. cher, c'est ça. Qui est un peu plus cher. Voilà, Donc c'est c'est pour ça. ça qu'on peut peut-être pas le faire tout le temps. Oui, à Noël, par exemple, un petit cadeau. Un cadeau où on se fait faire un cadeau d'huile de rose parce que c'est quand même un acte de générosité que l'on va donner pour son compagnon, pour ses amis. Alors c'est simple, moi ce que je vous recommande, c'est dans un flacon de 75 millilitres d'huile d'olive bio.
Ça aurait été plus joli dans un flacon transparent, plus glamour, mais sachez que les huiles n'aiment pas les flacons où la lumière traverse, ça oxyde l'huile, donc c'est vraiment dommage de gâcher un élixir aussi précieux. Lorsque vous allez infuser vos pétales d'huile d'olive, de rose dans votre huile d'olive, vous allez mettre ce précieux flacon dans un placard, dans le noir, et l'alchimie va se faire pendant une quinzaine de jours. Là, vous pouvez commencer tous les soirs avant de dormir, de vous enduire le corps avec cet élixir magique. Ah, carrément, vous faites le tour, vous êtes adorable. Ah, carrément. Oh. Ça sent bon, hein. Mais vous l'aviez parfumé sur le plateau juste avant. Absolument. Vous savez, j'ai entendu dire quelque chose. J'ai une amie qui fait ça. Dites-moi si c'est bien ou pas. Qu'elle mettait une petite goutte d'huile de rose, de palme par exemple, sur son tissu, sur son soutien-gorge et même sur ses sous-vêtements. Et il paraît que c'est super. Oui. Ça amène de la, en fait, de la douceur dans sa vie. Ça élève déjà ses vibrations. Et, c'est ça. Ouais. Oui. En fait, l'huile de rose, l'huile essentielle de rose, en fait, de toute façon, c'est un grand communicant entre vous et l'extérieur sur le symbole du cœur. Alors, votre amie, elle a... Merci Stéphane. Frédéric Lenoy. On va revenir quand même aux enfants et puis aux addictions, notamment sur les réseaux sociaux. Comment expliquez-vous d'ailleurs que les jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley aujourd'hui envoient leurs enfants dans des écoles où les tablettes et les smartphones sont interdits? Je vais citer aussi Steve Jobs qui a dit donc au New York Times, il a avoué interdire à son fils la tablette numérique. Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Interdire aux enfants c'est très simple, c'est que ce sont des gens qui ont créé tous ces outils C'est fou, ça. et qui ont pris conscience que, comme les jeunes devenaient addicts, il fallait éviter. Et donc, la plupart, effectivement, des gourous de la Silicon Valley interdisent à leurs enfants d'utiliser des tablettes, etc. Parce qu'ils se disent, je veux pas qu'ils tombent en addiction avec ça. Par contre, ils en vendent des milliards d'exemplaires dans le monde entier. Donc, ils ont conscience des dangers, tout simplement. Mais c'est fou, franchement, Kevin. C'est incohérent. Je trouve que c'est un manque de responsabilité. Ça veut dire que je m'occupe de ma famille et puis en fait, les autres, je me fais de l'argent. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont créé des associations, qui ont quitté Google, Facebook et tout, pour créer des associations de prévention, pour alerter contre les dangers des réseaux sociaux. Et donc là-dessus, on est devant une hypocrisie énorme. Hein. Et c'est vrai qu'ils le disent. Vous voulez interdire? Vous pensez qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents? Non, mais en tout cas de limiter. C'est-à-dire de ne pas interdire aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Parce que les enfants se comparent. Et donc ils vont dire, à l'école, moi je suis le seul qui n'a pas de smartphone, etc. Donc c'est aussi très dur à gérer. Mais simplement, limiter fortement en expliquant les dangers. Et un enfant, il peut comprendre les dangers. Lorsqu'on dit à un enfant adolescent, tu peux être très malheureux parce que tu peux plus t'en passer. Après, tu deviens esclave de ça. Est-ce que tu veux garder ta liberté? Et puis lui expliquer pourquoi on le manipule. Parce que comment on le manipule? C'est qu'effectivement, par tous ces systèmes d'algorithmes aujourd'hui, on sait ses goûts, on sait ce qu'il aime. Donc on va lui envoyer un tas de choses, des vidéos, etc., qui vont l'enfermer dans ses goûts. Et donc dire, au fond, pour gagner de l'argent, on te manipule, il faut que tu saches que tu dois rester avec une certaine distance par rapport à Finalement, son usage. en fait, on est tous addicts à la dopamine. Kevin? Oui, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le luxe dans l'éducation nationale, ça serait donner des tablettes à tous les enfants. Oui. Alors que peut-être justement, l'inverse serait intéressant, de créer des zones où c'est un peu limité. Où il n'y en ait pas, voilà. Alors, mais justement... il peut y en avoir à certains moments, mais pas dans tout. Et puis éduquer à l'outil. En soi, un outil, il est ni bon ni mauvais. Internet, ça peut donner le meilleur et le pire. Une tablette, ça peut donner le meilleur et le pire. Donc c'est pas interdire l'outil, c'est d'éduquer à l'usage de l'outil. Et ça, on le fait pas. Alors du coup, on en vient à l'interdiction en se disant, c'est peut-être la meilleure solution. Mais vous dites quelque chose de très, très juste aussi dans votre livre. Vous dites que, parce que vous n'êtes pas pour l'interdit, bien entendu, et vous le dites, que c'est pas la peine de passer par la force et les interdictions, mais de réorienter le désir. Et ça, moi, j'aime. Tout à fait. Et ça, c'est beau, ça, réorienter le désir. C'est mon grand philosophe préféré, Spinoza, qui m'inspire. Bien sûr. Spinoza nous dit, on ne peut pas lutter contre une addiction par la volonté et la raison. Ça ne suffit pas. Vous avez beau dire à un alcoolique, à un drogué, à quelqu'un addict au smartphone, c'est pas bien, il le sait, il faut que tu arrêtes. Il n'a pas la volonté d'arrêter. Il nous dit on ne peut quitter une addiction qu'en créant un désir supérieur à celui qu'on veut créer. Autrement dit, c'est par l'émergence d'un nouveau désir, d'une motivation plus forte que celle qu'on veut quitter. Eh bien, prenons des exemples très concrets.
Moi, je connaissais un jeune adulte qui était devenu tellement addict à tous les réseaux sociaux qu'il quittait pas sa chambre. Il était en dépression, il était en permanence relié à des écrans, il regardait des séries tout le temps. Il pouvait plus quitter sa chambre. Quelqu'un lui a offert un petit chat. Et puis ce petit chat, c'est devenu son ami. Et puis il fallait sortir pour s'occuper du petit chat, le faire sortir, le nourrir. Et c'est comme ça qu'il s'est resocialisé. C'est pas un chien plutôt? Non, c'était un chat, mais ça peut être un chien. Mais non, parce que le chat, il avait besoin aussi quand même de quitter la chambre. Bien sûr, et puis il fallait acheter des croquettes. Et donc finalement, lorsque un amour supérieur, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un art. Hein, je connais des jeunes aussi, c'est par l'art, le désir de jouer de la guitare, de faire autre chose, qui vont sortir de la drogue. Et donc c'est parce qu'on va créer un désir plus important qui va apporter de la dopamine et plus de dopamine que les petits shoots quotidiens à l'addiction. Et franchement, quand même, et d'ailleurs, Kevin, vous avez un enfant. Moi, je vois ma petite sœur, par exemple, elle a 4 enfants. Mais ils ont pas de tablette, c'est pas une interdiction parce qu'ils connaissent même pas. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en forêt, il faut les quitter. Il faut plein de choses. Alors j'allais dire, je connais une adolescente, c'est par l'équitation qu'elle a arrêté de plus en plus de regarder ces trucs parce que elle a été prise par la passion du cheval. Donc il y a des passions positives, bien sûr. Il y a des qui nous font du bien et qui nous empêchent d'être tout le temps enfermés dans certaines addictions. Kevin? Ma petite fille a 4 ans, alors j'en suis pas encore tout à fait là. Mais à 8 ans, déjà, elles veulent déjà mettre des filtres sur les... Mais moi, j'ai entendu ce genre de choses, hein. C'est là que c'est intéressant de... Kevin, faites très attention. Je me méfie, j'ai enlevé toutes les tablettes de la maison. Ben oui, en plus, vous êtes entouré de tablettes chez vous. Comment vous envisagez, justement, l'éducation avec votre enfant par rapport à ça? Je pense que la parole, en fait, est vraiment importante, l'explication. Parce que je crois que les enfants peuvent comprendre. C'est vrai qu'on va souvent vers l'interdiction en se disant c'est la seule manière. Et ça, j'y crois pas du tout non plus. Je pense que la parole répétée finit par créer de la compréhension et que finalement, à partir de là, on peut créer un échange qui est équilibré et avoir des moments où on limite et puis des moments où on permet et demander en fait à l'enfant de s'autoréguler aussi progressivement. Je pense qu'ils en sont plus capables. Et donner l'exemple. Et donner l'exemple parce que s'ils nous voient à table en train de prendre notre smartphone tout le temps, ils vont se dire bah alors pourquoi moi je peux pas le faire. Exactement. Ouais. Donc c'est revenir finalement à l'essentiel. J'ai l'impression que dès qu'on parle d'une thérapie, même la médecine ancestrale, etc., on revient toujours à la base de toute cette sagesse ancestrale. J'ai une surprise pour vous, Frédéric Lenoir, parce que j'ai appris quelque chose et j'ai fait la découverte d'une personne que vous aimez beaucoup. Elle avait une question à vous poser. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Bonjour toute l'équipe. Je voudrais te poser une question concernant les personnes âgées. Les 40 responsables des associations du réseau Coabilis, dont tu connais l'objet puisque tu as été toi-même le parrain du Paris solidaire, ont la mission de mettre ensemble des jeunes et des seniors dans un même appartement afin de vaincre leur solitude. Parfois, nous rencontrons des personnes âgées qui sont dépressives. Je voudrais te poser une question. Que conseillerais-tu à ces personnes atteintes de ce fléau qui annihile tous les désirs et qui s'appelle la dépression? Merci de ta réponse. Salut. Merci Aude Messéan. Alors j'adore cette femme parce que finalement, racontez-nous l'association qu'elle a créée, Coabilis, c'est ça? Oui, alors ça s'appelait le Paris solidaire, puis ça a été ensuite intégré dans un groupe plus vaste. Et effectivement, je l'ai connue il y a une quinzaine d'années. Elle cherchait un parrain pour développer cette association, qui est merveilleuse. Donc j'ai accepté de tout cœur de le faire, parce que son idée est formidable. Elle dit il y a des personnes âgées qui souffrent de solitude, et il y a des jeunes étudiants qui sont fauchés, et donc mettons-les ensemble. Et donc il propose des loyers très modérés à des étudiants, et qui du coup, ils se voient, ils partagent le petit déjeuner ensemble ou des moments. Moi je trouve ça formidable. On crée du lien, et à travers le lien, à travers le cœur, on résout 2 problèmes. Donc tout le monde est gagnant dans cette affaire. C'est une idée géniale, ça s'est développé énormément aujourd'hui. Et donc, pour répondre à la question d'Aude Messéan, c'est compliqué parce que une personne âgée qui souffre de solitude et qui peut être en dépression, on a envie de dire la seule solution, c'est le lien. Et donc, peut-être l'aider à rencontrer des gens, peut-être dans la vie associative. Vous savez, la vie associative, c'est formidable parce que vous avez le sentiment à la fois d'être utile, de faire quelque chose pour les autres et en même temps, vous rencontrez des gens et ça crée de la convivialité. Donc, je dirais, intégrer peut-être la personne à une association. Elle peut régulièrement rencontrer des gens et se sentir utile. Parce que le problème de beaucoup de personnes âgées, elles se sentent totalement inutiles. Allez, vous consacrez aussi tout un sujet sur le désir charnel, le plaisir charnel. D'ailleurs, c'est un sujet d'actualité quand on sait que le mot sexe est le plus recherché sur les moteurs de recherche, notamment Google. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que vous savez quel est le second? Le plus recherché, c'est le mot sexe, effectivement, c'est ce que les gens tapent en très large majorité. Est-ce que vous savez quel est le second qui vient après? Non. Attendez, on va... Non, mais c'est une bonne devinette. Alors, je dirais le second comme ça.
Je sais pas. C'est dur à trouver. Ah ouais. C'est le mot chat. Les gens recherchent des vidéos sur les chats. Incroyable. Oui, ils adorent regarder des vidéos sur les chats, des photos de chats, etc. Et donc, voilà les deux mots les plus plébiscités. Alors, le mot sexe, drôle. pourquoi? Oui, c'est drôle. Et le mot sexe, pourquoi? Parce que c'est un des moteurs fondamentaux, primaires de notre cerveau, qui a besoin, effectivement, on a besoin d'avoir une vie sexuelle pour s'épanouir. Et donc, c'est pour ça que c'est recherché. Alors, après, évidemment, ce qui est le plus recherché sur Internet, c'est pas des rencontres amoureuses, c'est le porno. Et le porno, les vidéos porno, c'est ce qui est le plus consommé comme vidéo dans le monde entier. Les jeunes à partir de quel âge à peu près? 12-13 ans, à partir de 12-13 ans. dès l'adolescence. Non mais Et donc c'est c'est mon pour ça avis. que c'est pour ça Je que ça vais crée rien un dire. problème. C'est que nous moi ma génération, vous êtes plus jeune que moi, ma génération, notre vie sexuelle, elle a pas commencé avec le porno. Elle a commencé avec les films, le romantisme, etc. C'est ça. Et puis aujourd'hui, des jeunes ados, ils découvrent la sexualité par le porno. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et notamment, ça les dégoûte. Parce que beaucoup se disent, mais au fond, c'est de la performance. Le porno, il faut réussir à faire jouir plein de fois, les femmes doivent avoir du plaisir tout de suite, etc. Puis ils n'arrivent pas à s'identifier à ça. Et dans la vie réelle, ils se disent... Faudrait que mais- j'en regarde un jour, hein. J'ai jamais vu ça. Ah oui, on est plutôt dans l'exploit physique que dans le romantisme. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça crée? Vous savez, avant, l'interdit, c'était ce qu'on Freud appelait le surmoi, c'était l'interdit du sexe, etc. Mais l'interdit, il a un énorme avantage, c'est que vous avez envie de le transgresser. C'est pourquoi la psychanalyse nous dit qu'en fond, plus on interdit une chose, plus on a envie de le faire. Ce qui fait que quand il y avait des interdits autour de la sexualité, on avait un énorme plaisir à transgresser. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça le surmoi, c'est la performance. Aujourd'hui, on est obligé de performer, on est obligé d'être le meilleur, on est obligé d'assurer. Et les jeunes ont tellement peur de ne pas assurer qu'ils préfèrent ne pas avoir de rapport sexuel. Mais c'est ça que j'allais vous dire, parce que j'allais citer justement une des études, et c'est ça qui est assez antinomique, c'est que c'est le mot le plus recherché donc, sur les moteurs de recherche, le mot sexe, et en même temps, en 2021, je crois, la moitié des jeunes n'ont pas eu un rapport sexuel en 1 an. Tout à fait. C'est ça qui est fou. Donc, vous vous rendez compte, mais je me dis, on est seul alors. Alors, Comment vous le traduisez ils ça préfèrent une sexualité qu'ils pratiquent tout seuls, devant les films, Vous vous rendez compte parce qu'ils ont peur de la rencontre, et ils ont peur de ne pas assurer. Donc, les garçons vous disent, moi, j'ai peur de ne pas arriver à donner du plaisir. Les filles vous disent, j'ai peur de ne pas arriver à jouir. Voire, j'ai peur de gestes qu'on m'impose qui sont pas, parce qu'ils voient dans le porno tout de suite, il faut faire des fellations oui. et tout. Et donc, elles n'ont pas envie. J'imagine. Et du coup, il y a une peur de cette performance et puis de ce sexe très cru, très direct, qui n'est pas romantique du tout. Et donc, du coup, la moitié préfère ne pas avoir de rapport sexuel et se débrouiller tout seul. Vous avez commencé par des films romantiques ou par des... Quelle question. Romantique ou érotique? Parce qu'il peut y avoir dans l'érotisme quelque chose de plus subtil. Moi, je suis un vrai romantique, mais je préfère mon imagination à la limite que le film. Je trouve pas ça très intéressant. Mais je pense que c'est ce qui fait le désir, justement, c'est l'imagination entre deux individus. Exactement. C'est très important ce que tu dis, c'est l'imagination. Et en fait, aujourd'hui, on peut plus imaginer, tout est là tout de suite. Et c'est Jean Baudrillard, qui est un grand sociologue que je cite, qui nous dit « le porno tue le désir sexuel à long terme ». Et je crois qu'il a tout à fait raison. Parce qu'on a besoin d'imaginer. Voilà, pour On ceux a qui besoin nous regardent, même pour les parents qui ont des adolescents, ils peuvent s'imaginer maintenant qu'ils vous entendent que voilà, c'est quand même... les jeunes sont addicts aux films porno. Comment faire? Alors donnez-nous... Qu'est-ce que les parents peuvent faire, ou même les enfants pour... Parce Non. que les enfants n'ont pas envie de s'en sortir, j'imagine. Non, mais c'est pas les enfants qui regardent, Les jeunes. mais les adolescents. À 12 ans quand même. Les jeunes adultes. Après, je pense qu'ils s'en dégoûtent aussi un peu, parce que ce que je cite dans l'enquête est quand même très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui veulent sortir de ça et disent, moi, la prochaine relation, j'ai pas envie d'une rencontre immédiate dans le sexe, j'ai envie qu'on apprenne à se connaître, j'ai envie qu'on prenne du temps, j'ai envie de connaître la personne avant d'aller dans un désir, que mon désir s'éveille avec le temps. Et là, on redécouvre des valeurs très traditionnelles. Hein. Avant, les fiançailles, c'était ça, fallait se connaître avant de consommer. Aujourd'hui, on consomme et on se connaît après. Beaucoup de jeunes, presque instinctivement, reviennent à ces valeurs-là. Et moi, je pense qu'on peut leur dire en tant qu'éducateur, va pas trop vite, quoi. Prends le temps de découvrir l'autre. Alors justement, c'est une super question que vous me posez. Parce que, est-ce que doit-on alimenter le désir? Est-ce qu'une plus grande frustration amène une plus grande satisfaction? Mais bien sûr. Bien D'accord, sûr. si vous êtes- Mais c'est ce que vous disiez très justement, c'est que plus on imagine quelque chose, plus on le désire, plus ça devient formidable. Mais c'est valable même pour les objets. Je disais tout à l'heure ces enfants des ateliers de philo qui disent quand je veux quelque chose au supermarché et que maman me l'offre tout de suite, j'ai pas beaucoup de plaisir. Alors que si je l'ai attendu longtemps, que je l'ai qu'à Noël 6 mois plus tard, j'ai beaucoup plus de désir parce que j'ai imaginé que j'allais avoir cette chose. Et c'est valable dans les relations humaines.
phénomène. C'est que plus on fantasme sur quelqu'un et plus ça dure, plus le désir sera extrêmement fort. Et Donc, pour revenir sur les plaisir séductions aussi. ralenties un peu. Alors, vous revenez sur le mythe de l'âme sœur, cet idéal tant recherché par beaucoup. Alors, déjà, vous nous racontez la petite histoire parce que souvent les personnes l'ignorent. C'est Aristophane, la mythologie grecque, allez-y. Alors c'est Platon qui a écrit un livre qui s'appelle Le Banquet, dans lequel il fait philosopher un certain nombre de philosophes, une dizaine de philosophes, autour de l'idée de l'amour et du désir. Petite parenthèse, j'ai lu ce bouquin à 13 ans et ça m'a donné l'amour de la philosophie. Et donc, il nous raconte que Aristophane nous explique que le désir... Et 10 ans, c'était le Kama Sutra. Non, Frédéric Lenoir, il est... 16 ans, Kama Sutra. et en fait, Aristophane nous explique que l'attirance sexuelle vient du fait qu'à l'origine, nous étions un être unique qui a été séparé en deux. Et donc, nous recherchons en permanence notre moitié. Et ça a donné naissance au mythe de l'âme sœur. C'est-à-dire qu'il existe quelque part sur Terre un être qui est ma moitié, qui me complète parfaitement. Et que lorsque je rencontrerai cet être, je serai pleinement heureux. Et alors pour moi, c'est un mythe. Évidemment, ça n'existe pas. Mais plein de gens l'ont pris à la lettre. Mais franchement... là, on ne parle pas de l'âme sœur, mais de l'absolu un peu. C'est un peu la même chose finalement. Est-ce que c'est un piège de croire en l'âme sœur? Remettez-moi les idées en place. Alors, moi, je crois que c'est un piège, parce qu'on c'est vrai en vient à idéaliser totalement une personne qui... en fait, aura un tas de choses qui ne nous correspondra pas forcément, ne correspondra pas à nos désirs, à nos attentes, à nos besoins. Et donc, je dirais que ça nourrit la passion amoureuse. Parce que dans la passion, on a besoin d'idéaliser l'autre. Et on se pense qu'il va répondre à tous nos besoins, à tous nos manques. Et finalement, c'est impossible. Ce qui fait que je crois que si on veut vivre dans la passion, alors on peut croire à ça, mais on sera toujours désillusionné. Et après l'amour, il y aura la haine, il y aura la déception, etc. Si on veut vivre des amours plus matures, il vaut mieux pas rentrer dans cette idéalisation de l'autre et se dire, l'autre, il a ses défauts, il va pas répondre à tous mes besoins, mais ça peut être quand même une très belle relation. Et puis, on va apprendre à se compléter et à vivre dans nos différences. Alors que le mythe de la sœur, c'est cette idée d'une fusion totale. Et pour moi, la fusion, elle détruit l'amour à long terme. Il faut éviter la fusion. Donc, je crois que c'est un mythe dangereux, en fait. Mais derrière ce mythe, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Platon veut nous dire? C'est très spirituel. Il veut nous dire qu'en fait, et c'est ce que dira Platon à travers la bouche de Socrate ensuite, c'est qu'en fait nous avons été à l'origine unis au divin et que nous sommes séparés du divin et que nous avons la nostalgie de retrouver notre source divine et que c'est pour ça que nous allons le chercher, l'absolu, à travers des rencontres amoureuses. Et bien Platon nous dit, ça doit être une première étape, mais après il faut aller vers le beau, le bien en soi pour retrouver l'union avec le divin. Donc c'est un message très spirituel en fait, mais il ne faut pas s'égarer dans la passion. Kevin, Stéphane, est-ce que vous pensez que l'amour dure 3 ans? Non. Non, moi je pense qu'il peut durer beaucoup plus longtemps. Je pense que ça dépend. C'est la passion qui dure 3 ans. C'est la passion qui dure 3 ans, mais on parlait d'amour mature. Et je pense que là, ça peut être infini. Et vous, Kevin? Il y a une partie physiologique où au bout d'un moment, le désir, au bout de 3 ans, semble... Alors après, c'est une moyenne, évidemment. On fait votre exercice. Mais je pense qu'on peut le renouveler. C'est-à-dire que ça demande simplement d'y être vigilant, à mon avis. Et vous avez vous avez un secret avec votre... Qu'est-ce que vous L'eau de faites rose pour renouveler. Et vous, est-ce que vous pensez que l'amour dure 3 ans? Alors, la passion amoureuse, Eros, oui, effectivement, ça dure entre 6 mois et 3 ans. Et puis une fois qu'on voit l'autre tel qu'il est, qu'on n'est plus dans les projections, les attentes et tout, on est dans le réel. Et là, qu'est-ce qui nous permet que ça dure beaucoup plus longtemps? C'est de passer de Eros à Philia et Agapé. Vous savez, c'est les 3 mots grecs qui définissent l'amour. Nous, on a un seul mot, on met tout dedans. Mais les Grecs, ils sont très subtils. Donc, il y a Eros, c'est la passion, c'est le désir sexuel. Et puis, Philia, et c'est Aristote qui va nous parler de Philia. Et donc, j'ai tout un chapitre là-dessus sur ces 3 dimensions du désir. Philia, c'est l'amitié, la complicité, le fait qu'on aime partager quelque chose avec l'autre. Et dans une relation de couple, il faut qu'il y ait de l'amitié. S'il n'y a que le désir, ça ne durera jamais très longtemps. Et donc, ce sera la jalousie, etc. Et donc, l'amitié doit s'introduire dans la relation pour faire qu'on a du bonheur avec l'autre et qu'on veut le bien de l'autre. Et puis après, Agapé, c'est l'amour universel, inconditionnel, qui fait qu'on se réjouit plus du bonheur de l'autre que de ce qu'il nous apporte. Et bien, quand il y a les 3 dimensions, Eros, Philia, Agapé, le désir, l'amitié et le don, une relation peut durer toute la vie. Alors, je voudrais terminer, parce qu'en plus, vous en parlez tout à l'heure du bouddhisme, parce que vous citez aussi, bien sûr, Jésus, Bouddha, etc., dans votre livre, dans tout un chapitre. Les désirs mènent à l'illumination en bouddhisme. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, alors il y a eu une période où on faisait abstraction des désirs, mais finalement, les désirs amènent des défis aussi dans la vie. Et finalement, ça alimente quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le mot de la fin.
Eh ben, en fait, ce que nous enseigne le bouddhisme, c'est qu'il ne s'agit pas de ne plus désirer, effectivement, mais d'orienter de plus en plus nos désirs vers des désirs qui sont des désirs d'être, des désirs spirituels. Et par exemple, désirer l'éveil, désirer venir en aide à toutes les personnes souffrantes, la compassion dans le bouddhisme, c'est un désir merveilleux qui nous fait grandir. Il faut simplement se détacher des désirs de l'avoir. C'est-à-dire, on peut avoir, mais il ne faut pas y être attaché. Sinon, on devient esclave des objets, et c'est l'attachement le problème. Et donc, c'est le désir-attachement qui crée problème, mais on peut désirer en se disant, si j'ai pas ce que je veux, c'est pas grave. Et du coup, on sera toujours heureux parce qu'on ne sera pas dépendant de ce qu'on attend. Vous êtes beau, Frédéric Lenoir, quand vous parlez. Oh, c'est gentil. C'est vrai, hein, merci. Quand je parle, il ne faut pas que je me taise. C'est Alors, drôle. je vais parler demain. C'est drôle. Ah, c'est vrai, vous avez une conférence lundi, demain. Demain, je fais une alors, conférence c'est où? Au théâtre Édouard VII, c'est un très beau théâtre à Paris. Et la conférence sera également diffusée en ligne pour ceux qui ne peuvent pas venir. Il reste un peu de place et on peut trouver tout ça sur mon site internet. Ben voilà, et comme ça, vous pouvez faire un selfie sur les réseaux sociaux. Si vous avez ce désir brûlant de rencontrer Frédéric Lenoir, le désir, une philosophie, vivre aux éclats. C'est votre tout nouveau livre, donc le 50e, hein, c'est ça. Alors, on a une petite tradition. On va tirer un petit papier. Vous connaissez maintenant. Alors n'hésitez pas, pour tous ceux qui nous regardent, vous nous envoyez une phrase d'encouragement philosophique d'un auteur connu. Et puis peut-être que vous participerez à nous encourager tous sur le plateau, mais aussi tous les autres qui nous regardent. Donc c'est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Le maquis fait du bien. Hein? Allez, moi j'en prends une, allez-y. Alors j'ai amené mes lunettes pour la première fois parce que comme à chaque fois je me fais un peu... on se moque de moi sur les réseaux sociaux, j'ai amené mes lunettes. Voilà, allez, comme ça je vais pouvoir voir. Allez-y Frédéric. Alors c'est envoyé par Christine de Dijon. La vie est trop courte, le temps trop précieux pour dire des choses inutiles. Voltaire. Ah, c'est pour ça qu'on termine l'émission là. Je vais le faire. Allez-y Kevin. C'est envoyé par Evelyne de Toulouse. Une citation de Mahatma Gandhi qui dit « Un homme n'est que le produit de ses pensées ». C'est beau. Ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. Martin Luther King, envoyé par Salomé de Vienne. J'imagine que vous mettez un bémol, c'est important la texture de la chevelure et de la peau pour vous, non? Ça nous concerne, hein? C'est assez drôle que vous C'est un trouviez sujet ça. qui nous passionne. C'est drôle. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Et c'est de qui, d'après vous? Ouais, c'est une colle, mais vous le connaissez forcément, c'est Confucius. Un ami, Oui. hein, de longue Oui. date. Et c'est envoyé par Justine Dujura. Merci infiniment à tous. Merci Frédéric Lenoir hein, d'avoir Merci, été avec Karine. nous ce matin. Merci Kevin, merci Stéphane. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Nous recevrons une star de la thérapie intuitive pour aborder nos blessures, nos blocages, ces freins qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Vous avez connu ça aussi, Frédéric? Et d'ici là, je vous souhaite, j'ai le désir brûlant et ardent de vous souhaiter énormément de vous faire du bien, beaucoup de bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon oui. programme. Regarde, Voilà. on commence. C'était chouette. Ah, c'était chouette, c'était doux. Super. Ah ouais. Et puis c'est Merci, hein. vrai que c'est toute la vie le désir. Hein.